Salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo non pas pour une ni deux, mais bien trois nouveautés de C# 11 qui vont améliorer, je pense, ta productivité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, je t'invite à liker cette vidéo, ton pouce bleu aide énormément cette chaîne à être mieux référencée, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce que je fais, active les notifs pour être prévenu, d'avance je te remercie de ton soutien. C# 11 est le nouveau milestone qui va sortir en cette fin d'année 2022 et comme à chaque version de C#, nous avons de nouvelles fonctionnalités pour améliorer notre productivité. Et cette fois-ci, je vais t'en présenter les trois qui me semblent les plus intéressantes en termes de développement et qui vont te permettre d'écrire du code plus rapidement et plus efficacement. D'abord, on va commencer par la plus simple. Je pense que tu connais comme moi la possibilité d'écrire des structures qui sont donc un type valeur, à contrario d'un type référence qui lui a un stockage mémoire qui est totalement différent. Et donc, quand on crée une structure qui est un type valeur, elle ne peut donc pas valoir la valeur nulle. Ce qui veut dire qu'elle a une valeur par défaut, et ça implique également que toutes les propriétés qu'elle contient sont également initialisées avec une valeur par défaut. Donc, si ma structure contient des types valeurs, comme des entiers par exemple, eh bien, les entiers doivent avoir une valeur qui est définie à la construction, ou avoir leur valeur par défaut, qui est 0 dans le cas des entiers, et s'ils ont par exemple des chaînes de caractères, eh bien, il faut définir la valeur de la chaîne de caractères, soit par le biais du constructeur, soit par d'autres biais, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une valeur par défaut. Et avant C# 11, eh bien, les structures nécessitaient que dès lors qu'on sort du constructeur, on soit obligé de définir toutes les valeurs de toutes les propriétés. Par exemple, pour faire simple, ici, je vais avoir deux valeurs, data et data2, et depuis C# 10, on peut overrider le constructeur par défaut d'une structure. Ce qui n'était pas le cas avant, on ne pouvait faire que des constructeurs personnalisés, le constructeur sans paramètres étant réservé au runtime et au framework afin qu'il puisse faire l'initialisation lui-même de la version par défaut. Maintenant, on peut le faire. Donc ici, je suis déjà en C# 11, mais imaginons que je décide de basculer volontairement en C# 10. Mais ici, je vais passer explicitement en C# 10. Donc, au lieu de preview, je vais mettre 10 et je sauvegarde. Eh bien, ici, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que j'ai une erreur de compilation, comme tu le vois, qui me dit que je dois définir la valeur de data et de data2 à la sortie de ce constructeur. Alors, bien ici, je pouvais par exemple donner 0 et ou même par exemple le fameux mot-clé default et data2 égale default. Mais il faut avouer quelque chose, eh bien, c'est que c'est pas très utile de faire ça, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être fait par le compilateur. Et donc, si je bascule ici en preview, eh bien, comme tu le vois, je ne suis pas obligé de donner de valeur, ni même de définir le constructeur par défaut qui ne me sert à rien, tout simplement parce qu'en fait, eh bien, le compilateur va faire le boulot pour moi. Donc ici, si je fais une classe qui s'appelle utilisation, et que je fais donc ici une méthode, je vais pouvoir créer une struct. Et si je décide d'afficher sur la console data et data2, comme ceci, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon programme, je vais faire un new productivity. Alors c'est utile, pardon, point méthode, et que j'exécute ça. Comme tu le vois, j'ai 0 et puis j'ai rien, tout simplement parce que ici, si je mets un point d'arrêt et que je réexécute, en fait, data2 va contenir la valeur par défaut qui est nulle. Donc en fait, depuis C# 11, on n'a plus besoin de se casser la tête pour nos structures et les propriétés qu'elles contiennent, car en effet, les propriétés qui ne seraient pas initialisées à la sortie d'un ou plusieurs constructeurs se verront simplement affecter la valeur par défaut. Il n'est plus nécessaire d'affecter la valeur de toutes les propriétés, quand bien même on veut mettre la valeur par défaut dans nos structures. Alors c'est bien, c'est par contre à double tranchant, parce que ça veut dire qu'on peut éventuellement oublier de spécifier une propriété en sortie de constructeur, car on n'a plus d'erreur de compilation. Mais d'un autre côté, ça évite d'avoir à faire des égales default comme j'avais fait précédemment pour les propriétés qu'on ne veut pas forcément affecter dans le cadre d'un constructeur bien défini. Quoi qu'il en soit, ce que ça veut dire tout simplement sur un plan purement développement, purement productivité, c'est simplement que tu n'as plus besoin d'écrire de code pour affecter les valeurs par défaut à des propriétés dans des structures. C'est la première chose que je voulais te présenter. Alors la deuxième chose que je voulais te présenter, c'est l'amélioration du pattern matching avec le mot-clé is dans le cas d'un test avec les spans. Alors je n'ai pas forcément parlé des spans encore sur cette chaîne. Si le sujet t'intéresse, mets-moi un commentaire sous la vidéo pour que j'en fasse une vidéo sur les spans. Mais tout simplement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te montrer rapidement. Ici, je vais encore créer une fois une méthode. Imaginons que j'ai ici une chaîne est égale à Toto.
En fait, il est possible de faire s est égal à Toto, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, mais on peut également utiliser le is. Alors, le is pas à ce niveau-là. Et en utilisant le is, comme tu le vois, eh bien, en fait, on va tester grâce au pattern matching que s est égal à la chaîne Toto. Et ça marche très bien. Le problème, c'est que ici, si je faisais par exemple un as span, ce qui va me renvoyer du coup un read only span de caractères, eh bien, avant C# 11, le as span ne marchait pas, car ici, ce n'est plus une chaîne de caractères, mais un read only span de caractères. Et donc, si, encore une fois, je décide de basculer ici en version 10, et que je reviens donc dans ma classe qui est ici, eh bien, le Toto aspan avec le is ne compile pas, car en effet, il n'est pas possible de faire un is entre une chaîne de caractères et un span. Donc c'est une petite nouveauté assez sympathique, parce que quand on utilise des spans, c'est qu'on va être efficace en mémoire, et donc c'est un petit peu dommage d'ici de ne pas pouvoir comparer avec une chaîne de caractères directement. Donc depuis C# 11, je vais remettre donc ici la version preview, eh bien, je suis en capacité de faire un comparatif entre une chaîne de caractères et un read-only span. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'encore une fois, ça va augmenter la productivité et ça évitera de faire des transformations dans un type ou dans l'autre pour faire juste une simple comparaison. Dernière chose que je voulais te montrer, et ça je pense que ça peut beaucoup t'intéresser si tu es souvent obligé de sérialiser tes éléments pour les transformer au format binaire, c'est que pour avoir l'équivalent du tableau de bytes en UTF-8 d'une chaîne, c'était assez compliqué. Par exemple, ici, alors je vais remettre Toto en chaîne de caractères. Si ici je veux les bytes de la chaîne Toto, je devais faire encoding.utf8.getByte de s. Alors bien sûr, avec VS maintenant et son autocomplétion intelligente, ça va beaucoup plus vite. Cependant, depuis C# 11, ils ont un petit peu amélioré les choses, car en effet, il est possible maintenant directement d'avoir l'affectation d'une chaîne dans un tableau de bytes. Alors comment ça se passe? En fait, on serait tenté de dire, ok, par exemple, bytes est égal à Toto comme ceci, mais ça ne marche pas. Il faut simplement changer le type par var ici, car en effet, comme tu le vois, ça me met donc ici une chaîne de caractères, mais si à la fin je rajoute U8 pour dire que je veux de l'UTF-8, je récupère ici un read-only span de bytes, parce qu'en fait bytes est un read-only span de bytes, ce qui veut dire que ce petit U8 placé après la chaîne fait l'équivalent de ça avec as_span. En fait, j'ai exactement le même résultat entre ces deux lignes de code, sauf que là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Alors, le petit point négatif, c'est que ça ne marche pas avec une variable, parce qu'ici, ma variable s, j'aimerais bien la récupérer, et si je fais s de u8 comme ceci, ça ne marche pas, et je n'ai pas de as ou de quoi que ce soit qui me permet de le faire. Donc, pour l'instant, c'est vraiment avec une chaîne fixe comme ceci que je peux obtenir l'équivalent en UTF-8. Donc, pour l'instant, l'intérêt est légèrement réduit, mais il y a du travail qui est en train d'être fait autour de ça, et ce petit raccourci super rapide me permet d'avoir le tableau de bytes encodé en UTF-8 pour la chaîne de caractères qui m'intéresse. Et encore une fois, quand je dis le tableau ici, j'ai un read-only span, ce qui me permet d'avoir un pointeur sur la mémoire concernée et non pas forcément une affectation directement en mémoire de tout ce qui serait nécessaire d'allouer au cas où je ferai un encoding.getBytes directement comme ceci. Alors, me concernant, quand je lis les exemples de Microsoft, eux, ils arrivent à faire quelque chose comme ceci, qui est égal à Toto, et au lieu d'avoir un var ici, ils font un tableau de bytes. Ils font ça directement, en fait, on a directement une conversion. Mais moi ici, j'ai une erreur qui me dit impossible de convertir la chaîne de caractères en bytes. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que je suis encore en preview set et que du coup, ça va être amené par la RC1. Normalement, ce code est censé être valide en C# 11 pour obtenir le tableau de bytes. Le seul que moi, je réussis à faire fonctionner, c'est avec U8 qui me donne un read-only span de bytes correspondant à la sérialisation en UTF-8, enfin en tout cas à la récupération en UTF-8 des bytes de cette chaîne de caractères. Et encore une fois, je ne peux pas le faire par le biais d'une variable, et si la ligne 37 ici fonctionnait, en théorie je serais capable de faire ça par le biais d'une variable pour obtenir le tableau de bytes. Pour l'instant ça ne marche pas, je reste quand même à l'affût au cas où ça marche, je vous préviendrai sur Discord si jamais j'arrive à le faire fonctionner, mais dans tous les cas on se retrouve donc avec trois sympathiques nouveautés en termes de productivité: l'affectation automatique des valeurs par défaut dans les propriétés dans les structures à la sortie des constructeurs, la comparaison possible entre un span de caractères et une chaîne de caractères grâce
au mot-clé is qui permet donc de tester l'égalité. D'ailleurs, ça marche aussi avec un double égal si vous le souhaitez comme ceci, hein. C'est quelque chose qui marche tout autant qu'avant, mais maintenant on a également le is et la possibilité d'avoir directement un tableau de bytes depuis une chaîne de caractères. Alors ici, je dois supprimer le as span pour que le get bytes fonctionne. Donc cette ligne-là est l'équivalent de celle-ci en beaucoup plus concis et normalement cela est censé fonctionner. Chez moi, ça ne marche pas malgré l'installation des dernières versions de VS et de la preview. Comme on dit, stay tuned sur Discord, je vous en parle si ça marche mieux. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner. Encore une fois, n'hésite pas à activer les notifs pour être directement prévenu. Et d'avance, merci de ton soutien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.